Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ça va ? Ça va, sympa de se retrouver ici un dimanche après-midi. Ravi de vous retrouver. Dernière ligne droite pour le festival Atmosphère. 14e édition qui a débuté mercredi soir avec Black Dog et Suleiman. Jeudi, ici même, le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, a baptisé cette salle Hubert Reeves, en hommage à Hubert, ami très proche du festival, qui nous a quitté le 13 octobre l'année dernière, donc jour pour jour, il y a un an. Et puis ce soir, on clôturera avec Laetitia Doche et son film Le procès du chien. Elle sera présente, évidemment, pour présenter ce film avec l'ensemble de nos partenaires. Et puis entre-temps, vous avez pu profiter d'une vingtaine de films en avant-première pour la plupart, et puis des rencontres, des tables rondes, des forums, des ateliers, expositions, performances, au total plus de 150 intervenants, et tout cela gratuitement, en sachant que hier soir, pour la première fois, on a ouvert une billetterie solidaire pour le spectacle exceptionnel de Circus Baobab, qui s'est tenu ici sur cette scène. Alors c'est vrai que pendant ces 5 jours qui sont passés beaucoup trop vite, on a eu quelques sentiments et quelques émotions très contrariées, très paradoxales. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? De la colère, de l'inspiration, de la joie, de la tristesse. Alors plusieurs solutions, on peut faire comme beaucoup d'entre vous et comme nos parrains et marraines de cette année, Swan Arlo, le comédien qui a cofondé le mouvement Cut pour que le cinéma soit plus en harmonie avec les enjeux écologiques de l'époque, ou comme Claire Nouvian, qui est la fondatrice et la directrice de l'association Bloom pour la protection des océans. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, c'est peut-être d'aller vers l'imaginaire. C'est ce que nous essayons de faire au sein de ce festival Atmosphère, et avec ce parcours Nouveau Récit que nous avons créé il y a une dizaine d'années avec bon nombre de partenaires. Et nous accompagnons des scénaristes toute l'année et leur proposons de rencontrer justement ceux qui font ce festival, les scientifiques, les militants, les pionniers. Et ça permet de nourrir justement leur imaginaire. Alors cet accompagnement de scénaristes, on le fait grâce à l'ADEME, qui est le partenaire fondateur, le CNC, Séquence 7, France Télévisions, les lecteurs anonymes, la Cité européenne des scénaristes, la Belle Télé, les films d'ici Méditerranée, Nouvelle Vague, le Groupe Ouest, la Guilde française des scénaristes, Belle Faille et Écran Total. Et donc chaque année, vous êtes habitués, vous le savez, nous recevons des scénarios de longs métrages et de séries, et nous en sélectionnons quelques-uns. On a un comité de lecture qui sélectionne ces scénarios qui sont ensuite soumis à un jury. On a reçu 103 projets cette année, et donc 8 sont en finale. Vous allez découvrir dans un instant justement les 8 finalistes qui vont pitcher devant vous public, mais également devant le jury, présidé cette année par Thomas Salvador, que je vous demande d'applaudir. Ça, c'est des applaudissements de digestion du dimanche après-midi. Là, c'est... Alors, n'hésitez pas à vous étirer au passage. Donc Thomas Salvador qui a été le réalisateur qui a ouvert l'année dernière le festival avec ce magnifique film La Montagne, et qui incarne d'une certaine façon ces nouveaux imaginaires, ce nouveau récit, ce drame fantastique qui sort vraiment des sentiers battus du film fantastique, et il nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre président du jury cette année. Donc merci beaucoup Thomas d'être avec nous. Également, et là je compte sur vous, hein, c'est bon, vous avez digéré ? Ok, donc Véronique Culot, conseillère de programme cinéma France Télévisions. Ça va finir en haut là, ces histoires. Olivier Drouot, producteur de la Belle Télé. Brigitte Saban-Veyers, productrice. Ah, s'il commence à y avoir des sifflets, c'est très bien. N'hésitez pas à jeter vos t-shirts sur la scène. Catherine Jean-Joseph Santuc, consultante en production audiovisuelle, cinéma, experte en inclusion et diversité. Garance Smith-Vanise, scénariste et coprésidente de Lecteurs Anonymes. Alors pour le dernier nom, vous mettez tout ce que vous avez, d'accord ? Je compte sur vous. Leslie Menahem, scénariste, réalisatrice, Cité européenne des scénaristes. Alors je vous demande beaucoup de bienveillance pour les scénaristes qui vont se retrouver face à vous. Ils vont avoir 5 minutes pour pitcher leur scénario. 5 minutes, c'est beaucoup et vraiment très peu. Leur travail, c'est d'être devant un ordinateur, devant des post-it et d'écrire une histoire. Ce n'est pas de pitcher devant les 10 000 personnes qu'il y a dans la salle cet après-midi. Donc voilà, c'est leur travail à eux, c'est d'être imaginatif. Ils vont donc avoir 5 minutes pour pitcher. Vous allez avoir un avis consultatif à la fin. Vous pouvez noter nos équipes
équipe de bénévoles vont récupérer vos préférences et puis ensuite le jury se retirera et nous donnera le résultat de leur délibération ce soir lors de la cérémonie de clôture. Et puis signaler également qu'après les pitchs, donc les 8 pitchs auxquels vous allez assister, eh bien Giulio Calegari viendra présenter son film Un monde merveilleux que nous vous présentons cet après-midi en avant-première. C'est bon, vous êtes prêts ? Vous avez vraiment fait appel à toute votre bienveillance ? Ah, j'adore. Eh bien, je vais appeler tout de suite le premier pitcher. Il s'appelle Alexander Abaturov. Et son projet s'appelle Brume. Bonjour, merci d'être là, c'est un plaisir. Je m'appelle donc Alexander Abaturov et j'ai réalisé un film documentaire précédemment qui s'appelle Paradis. C'est un film qui raconte l'histoire d'une petite communauté isolée en Sibérie qui se retrouve encerclée et menacée par des feux de forêt. Et les habitants, abandonnés par l'État, par le gouvernement, sont obligés de faire face à ce feu dévastateur. Et aujourd'hui, donc, je vous présente un film de fiction, Brume, qui s'inspire de cette expérience documentaire. Donc, on va partir au Canada. Et donc, fermez vos yeux et laissez partir par le vent. On va partir dans le Grand Nord, où les communautés qui vivent en contact avec la nature sont de plus en plus menacées par des feux dévastateurs. Et l'État, dans la logique calculatrice, laisse ces espaces brûler. Dans une des communautés comme ça, donc, est envoyée Diane, notre protagoniste. C'est une jeune femme anémologue. C'est une spécialiste dans les études de vent qui s'est récemment convertie dans la lutte contre les feux de forêt. Donc, elle est envoyée par l'État avec une mission d'organiser l'évacuation de villages qui est menacé par le feu. Elle arrive comme une citadine cartésienne, pro-étatique. Et à son arrivée, il se heurte au refus des habitants qui ne veulent pas partir, ils ne veulent pas devenir des réfugiés, ils veulent se battre. Diane, donc, après des rencontres et des événements qu'il a vécu, l'expérience, la rencontre avec le feu, il réévalue les situations et il voit qu'il y a une possibilité de défendre, d'intervenir, si on agit à temps. Mais ses supérieurs ne le soutiennent pas, parce qu'ils trouvent que les moyens sont limités et pour ces communautés aussi petites, il n'y a pas intérêt d'intervenir. Donc Diane est révoltée par cette approche cynique et elle décide donc de basculer des côtés des habitants pour mettre en place une résistance collective face aux dragons, comme les habitants appellent le feu. Donc c'est un film qui est guidé par une trame de menaces de feu qui se resserre de plus en plus sur cet village et sur ses habitants. C'est une menace plutôt invisible, d'où le titre qui est provisoire mais indicatif brume. C'est plutôt donc menace cachée derrière les vapes de fumée qui m'intéressent plutôt que des images trop explicatives. Donc c'est plutôt faire un appel à l'imagination de spectateurs, tout d'abord, qui m'intéresse. Donc le feu, c'est quelque chose de caché, mais quelque chose qui révèle du caractère des personnages et qui accentue donc les rapports entre les gens. C'est un film qui fait côtoyer de ce qui est le plus ancestral et le plus futuriste, presque qui va vers la science-fiction dans son ambiance. Et c'est surtout un film qui montre la beauté de la résistance collective. Et j'aimerais que le film il soit inspirant néanmoins son sujet dur. Et c'est grâce à cette solidarité des gens et l'action commune qui se passe. Et pour terminer, j'aimerais citer une anthropologue française, Nastasia Martin, qui disait qu'aujourd'hui, on ne devrait plus être face à face, mais de se mettre côte à côte pour être face à autre chose, pour donner les réponses à la crise climatique. Et j'aimerais que le film il soit à l'image de cette citation. Et je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci beaucoup. Alexander Abaturov, merci beaucoup. C'était donc un projet de long métrage, Brume, et il a eu la lourde charge de commencer, ce qui n'est jamais très simple. On continue toujours avec un long métrage, cette fois-ci avec Anne Loriot, Fontaine Renard. Voici Anne Loriot. Bonjour. Alors pendant le confinement, je vivais seule et j'ai proposé à une dame de 85 ans que je ne connaissais pas, qui vivait seule aussi, de devenir sa colocataire. Donc au départ, ça devait durer 1 ou 2 semaines et puis on s'est tellement bien marré que ça a duré 2 mois. Et en fait, cette dame a été l'inspiration de la protagoniste de mon long métrage. Francine Fontaine, 70 ans et des bananes, vit seule avec son gros chat roux dans une maison qui disjoncte de tous les côtés. Mais c'est son nid, riche de tous ses souvenirs, et pour rien au monde, elle ne s'en séparerait. Sauf que Francine apprend par le voisinage une terrible nouvelle. Tout son quartier va être rasé, sa maison, celle de ses voisins, et le bois qui leur sert de jardin partagé. Et c'est là que Francine Fontaine va devenir un volcan qui dormait bien tranquillement et qui se réveille de ses robes de grand-mère. Pour référence, imaginez Erin Brockovich, mais sans Julia Roberts. Alors Francine, elle proteste, banderole sur son portail, pétition dans le quartier et sur la piste de danse de sa guinguette. Résultat de signature, c'est la loose. Et ce que Francine ne sait pas encore, c'est que sa fille Audrey a signé la destruction de sa maison 3 ans auparavant, quand Francine était sous sa tutelle en maison de repos suite à la mort de son mari. Et quand elle l'apprend, c'est la fin des haricots. Mais c'est pas fini. Elle apprend aussi que son ex-gendre, l'ex-mari d'Audrey, Pierre-Alexandre Renard, maire de leur petite commune qu'elle n'a jamais pu voir en peinture, est à la tête du projet. Et ce projet, c'est un parc écoludique qui s'appelle l'Oasis, avec des jeux aquatiques, de beaux palmiers inspirés de Palm Springs aux États-Unis et vendus comme hautement écologiques. Mais Francine, elle se pose des questions. Et pour l'aider, elle rejoint alors l'association sociale et environnementale Force Verte. Force Verte, c'est présidé par Félix Matip, un ébéniste camerounais à la retraite qui, entre nous, va vite en pincer pour Francine. Alors lui, il vit dans une maison autonome en bois, dans un éco-hameau avec jardin et verger partagés, le paradis. Et grâce à lui, et plein de tutos, Francine apprend tous les rouages du greenwashing et découvre le poteau rose. Le projet, l'Oasis, en fait, est très énergivore et destructeur d'écosystèmes. Il n'est donc pas du tout écologique. Mais celui-ci est déjà bien enclenché. Comment Francine, ex-institutrice à la retraite, pourrait-elle mettre tous les mauvais élèves du bien commun au coin ? Alors elle va se faire aider de sa petite fille Mia, qui va lui présenter une influenceuse qui est devenue une leaduse à 85 ans. Ses initiales, TGMP, pour ta grand-mère la punk. Et pour Francine, c'est une révélation. Elle démarre alors un coaching de remise en état de marche à tous les niveaux, avec un objectif précis. Elle veut faire capoter le projet l'Oasis, mirage écologique, et dénoncer l'ego trip de Monsieur Renard aux dents longues. Graffiti sur la mairie, automonotage au radiateur public, camping en mode ZAD. Elle va même finir en garde à vue. Et là, on va apprendre que Francine la coquine avait en fait un casier judiciaire dû à ses très jeunes années en activiste anti-guerre. Voyant tout cela, évidemment, Monsieur Renard ne va pas se laisser faire. Il va lui mettre des bâtons dans les roues, obligeant Francine à faire définitivement craquer ses bas de contention. Entourée de Mia, de Félix et de la communauté de l'éco-hameau, Francine va alors exprimer toute sa colère et sa fantaisie en créant des vidéos de protestation sur TikTok. Alors au départ, c'est un peu le grand flop, mais à force de persévérer, Francine trouve sa voie et apprend même à se servir d'un selfie stick. Alors non sans risque, mais Francine va y donner de tout son corps et finir à 4 pattes. Alors je vous rassure, elle est juste tombée en voulant déployer son selfie stick. Et ce jour-là, allongée sur le sol, elle se saisit d'un apron pour faire un bandana parce qu'elle avait une petite plaie à la tête à défaut de pouvoir se relever. Et la vidéo qu'elle diffuse cartonne. Le napperon en bandana devient même un puissant signe de ralliement intergénérationnel. Un reportage télé lui est consacré. Francine, le phénomène, de mémé à mème. Guillaume Meurice la surnomme Camille Etienne version ancienne.
Alors évidemment, Monsieur Renard ne se laisse pas faire, mais bon, j'ai pas le temps de tout vous révéler, mais avec son ex-gendre, c'est plutôt rocambolesque. Heureusement, force de persévérance et de désobéissance, je vois le temps qui défile, la communauté de Francine Forever devient un mouvement national obtenant l'abandon du projet. Francine et Félix, amoureux, transforment l'ancien quartier de Francine en éco-hameau intergénérationnel et le bois en jardin-forêt. Fontaine-Renard, ou comment les anciennes générations peuvent, elles aussi, tout changer. Merci beaucoup, Anne. Merci. C'était Anne Loriot avec Fontaine-Renard. Troisième et dernier long métrage de ces pitchs. Voici Léo Deschênes, Lou et les arbres. Au-dessus du village où vit ma famille, en Provence, existe un lieu qui m'a toujours intrigué. Perché sur une colline se trouve Longomaille, pourvu que ça dure en occitan. Ça porte bien son nom puisque c'est une des plus vieilles communautés autonomes de France. Et mon personnage principal, Lou, a grandi là-bas. Par contre, à l'adolescence, elle a complètement rejeté ce mode de vie radical. Elle est partie s'installer en ville pour y suivre d'abord des études de vétérinaire, puis un doctorat de biologie. Ça fait 10 ans qu'elle a coupé les ponts avec Longomaille, elle n'y est jamais retournée, mais elle garde en héritage un lien fort avec la nature. Et d'ailleurs, son sujet de thèse porte sur des protocoles de soins étonnants. Lou, elle est persuadée que des boutures de plantes, des greffes végétales, peuvent permettre de soigner certaines maladies dégénératives. Il suffit en fait de choisir la bonne espèce de plante, de la greffer au bon organe, selon le mal dont il souffre, pour le guérir. Bon, évidemment, le doyen de sa fac ne lui donne pas l'autorisation d'expérimenter, mais en cachette, elle a commencé les expériences. Dans sa chambre étudiante, on peut trouver dans des petits vivariums des espèces étranges, des sauterelles romarins, des mulots arbousiers, des lézards lavandes. Bon, alors la soutenance de sa thèse approche, et Lou, elle a un appel de son père. Elle apprend qu'il est gravement malade et qu'il a un cancer des poumons à un stade déjà bien avancé. Évidemment, il ne veut pas se faire hospitaliser, il ne veut pas entendre parler de chimiothérapie. Alors Lou, elle décide de quitter sa chambre étudiante, de prendre ses petites créatures sous le bras et de s'installer dans le village en contrebas de Longomaille, pour être plus près de lui. Sauf que Lou, elle rechigne un peu à retourner dans cette communauté qu'il a vu grandir. Il faut dire que ça ne s'est pas très bien terminé. Pendant sa crise adolescente, Lou, elle a provoqué un grave incendie qui a ravagé une partie de la forêt avoisinante. Et cette terre brûlée, plus rien n'a jamais poussé dessus depuis. D'ailleurs, le nouveau maire de la commune, il lorgne sur cette parcelle pour y implanter une antenne 5G, afin d'améliorer enfin la couverture réseau du village. Bon, Lou, elle renoue peu à peu avec son père, mais évidemment, elle ne supporte pas d'être impuissante face à sa maladie. Alors, elle va décider, malgré le stade expérimental de ses protocoles, de les appliquer sur lui. Avec son matériel vétérinaire, elle va venir greffer des rameaux d'olivier dans sa poitrine malade. Et au fil des jours, la greffe prend. Son père respire de mieux en mieux. En revanche, il s'alimente de moins en moins, il préfère passer de longues heures chaque jour au soleil, les pieds dans la terre. En fait, le père de Lou, peu à peu, se végétalise. Les autres membres de la communauté, ils sont d'abord effrayés par cette transformation, puis peu à peu, ils vont commencer à y voir une opportunité. La communauté est vieillissante, elle est maintenant menacée d'expulsion par la commune. Alors ses membres vont demander à Lou de devenir ses cobayes. Lou accepte et Longomaille devient une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Quelques mois plus tard, le maire, accompagné de ses adjoints, décide enfin de se rendre à Longomaille pour leur annoncer l'avis d'expulsion définitive de la communauté. Sauf que les maisons sont vides. Les bêtes paissent en liberté dans la garrigue. Et alors qu'il rejoint la parcelle que Lou avait brûlée 10 ans auparavant, le maire et ses adjoints découvrent que la végétation a enfin repoussé, que des dizaines d'arbres sont là, majestueux. Et à y regarder de plus près, les troncs et les branches
semblent formées comme des silhouettes humaines. Si on écoute bien, qu'on tend l'oreille, le bruissement dans les feuillages ressemble à un murmure. Lou et les autres ont disparu, mais leur forêt, elle, se tient là, bien vivante. Lou et les arbres, c'est un drame fantastique qui interroge notre manière de créer à l'intérieur du monde actuel des mondes de rechange. Baptiste Morisot, il écrivait que pour changer notre rapport à la nature, il fallait d'abord nous changer nous-mêmes. Lou, elle est comme beaucoup de jeunes de mon âge, elle navigue entre des mondes qui lui correspondent jamais tout à fait, alors elle invente le sien. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Léo Béchel avec Lou et les arbres. On passe maintenant à la catégorie série, 6 fois 50 minutes. C'est Céline Primard avec Pied Rouge. Je vous propose de vous emmener à 4000 km de cette salle, dans un lieu unique, totalement méconnu et pourtant fascinant. Atlantique Nord, côte est du Canada, sud de Terre-Neuve, nous sommes maintenant sur un petit archipel nommé Saint-Pierre et Miquelon. Nous ne sommes pas au Canada, nous sommes en France. Imaginez 6000 personnes s'accrochant à ce petit bout de terre aride, sans agriculture ni industrie, et subissant pourtant de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Je veux dire, il y a plus de concombres de mer autour que d'habitants. Oui, des concombres de mer, par millions. Le nouvel or local exporté directement en Chine. Sur ce petit archipel, certaines femmes ont attendu le retour d'un chalutier qui n'est jamais revenu. 15 marins pêcheurs ont disparu et personne ne sait ce qui s'est passé. Bienvenue dans Pied Rouge, une série dramatique de 6 fois 52 minutes. C'est un hiver long et glacial, la neige a tout recouvert et les vents sont maintenant violents. La population est coincée dans cet hiver interminable et dans le traumatisme de cette disparition. C'est là que nous découvrons Laura. Laura, elle a 40 ans et quelque chose, elle n'a pas d'enfant et elle est récemment devenue la veuve du capitaine du chalutier. Elle n'a jamais été intégrée dans cette communauté. Elle vit seule dans une maison isolée où elle s'acharne sur les travaux de rénovation. En fait, c'est le seul moyen qu'elle a de tenir debout depuis la catastrophe. Seulement voilà, la nouvelle officielle est tombée. Le gouvernement français abandonne les recherches du navire. Laura est choquée, furieuse. Comment faire son deuil quand il n'y a pas de corps? Comment imaginer continuer d'avancer avec autant de questions restées sans réponse? Avec pour seule explication la perte d'un signal radio et puis rien d'autre. Laura se force alors à sortir de son isolement pour réunir les femmes qui, comme elle, ont perdu un proche dans le naufrage. Son idée est simple. Joindre leurs forces, leurs ressources, pour reprendre la pêche et pour mener leur propre enquête sur cette disparition. Mais cette enquête dérange, surtout le préfet local, qui a interdit les sorties en mer. La population réagit, les femmes sont menacées, certaines abandonnent et d'autres, Laura en tête, continuent discrètement leurs investigations. Elles doivent comprendre ce qu'il s'est passé. Mais les premiers éléments de leur enquête convergent tous vers l'exploration pétrolière massive qui a lieu au large de leur côte, menée par une compagnie américaine et soutenue par l'État français. La recherche de puits de pétrole plutôt que les hommes disparus. Vous imaginez leur réaction? Ça, plus la menace de perdre leur maison, de perdre leur terre qu'ils aiment tant, au profit d'une compagnie pétrolière sans merci, pousse la majeure partie de la population à rejoindre Laura et ses veuves et à organiser un blocus total de tout l'archipel. Un moyen radical de faire prendre conscience à tous du danger qui menace et de faire réagir les autorités. Alors les affrontements avec la police et entre les habitants eux-mêmes se multiplient, tout comme les réseaux d'entraide et de résistance. Et plus la situation globale devient chaotique, plus Laura progresse.
tant dans ses relations avec les autres que dans son acceptation de la disparition. Pierre Rouge est un nom que ces femmes revendiquent maintenant fièrement. C'est un héritage des pêcheurs normands qui pêchaient pieds nus sur la plage, les pieds rougis par le froid. Et c'est un nom qui sied maintenant parfaitement à leur nouveau sens de la révolte. Enfin, je dirais que cette série prend place dans un lieu qui condense et extrapole les principales problématiques de notre monde contemporain, où la nature puissante est un personnage à part entière, qui apporte des nouveaux enjeux et une atmosphère tout à fait particulière. Alors, si vous le voulez bien, plaçons cet endroit sur la carte, plaçons ces femmes dans la lumière, racontons leur désobéissance civile salvatrice et laissons le petit prendre part au global. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était Céline Primard avec Pierre Rouge. Je continue avec une autre série écrite par Lisa Herbers et Lucie Trémolière. Et c'est Lucie qui vient pitcher. La série s'appelle Tout ira bien. Merci. Bonjour, je m'appelle donc Lucie Trémolière et je vais vous présenter Tout ira bien, une série comique en 6 fois 30 minutes. Tout ira bien, c'est l'histoire d'abord d'Ilyes. Ilyes, c'est un rappeur comme vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'il a grandi en banlieue, il a galéré, et puis à force de se battre et d'aimer la musique, il est devenu une star. Maintenant, il est multimillionnaire, et Ilyes, il aime les grosses voitures, il aime l'argent, il aime les meufs, mais surtout Ilyes, il aime qu'on l'aime. Après, il y a Léna. Léna, multimillionnaire aussi, ce qui va être un facteur important dans la série, vous allez le voir. Elle est devenue riche en travaillant dans la finance. Elle a tout fait pour être millionnaire avant 30 ans. Et quand je dis qu'elle a tout fait, elle a vraiment tout fait. Et notamment, elle a aussi tout fait pour n'avoir aucun ami. Et enfin, on a Hugues, multimillionnaire. Lui, il a 60 ans et il n'a jamais travaillé. Il a hérité quand il était petit et depuis, il ne s'est jamais posé une seule question. Il a juste suivi ce que disait son business manager. Et notamment, il ne s'est jamais posé la question de pourquoi il y avait tous ces gens qui d'un coup étaient ses amis et lui demandaient de la thune. Ces gens, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas entrer parce qu'on n'a pas le temps, ils se sont congelés en 2020 et ils se réveillent en 2110 dans la ville de Morgenbüttel. Alors Morgenbüttel, vous l'imaginez, c'est une ville moyenne, arborée, on entend le chant des oiseaux et le gling-gling des petits vélos. Mais c'est surtout une ville qui appartient à un monde où l'idée même d'amasser de l'argent est devenue absurde, voire aberrante. Vous voyez déjà à quel point ça peut devenir un problème. Et notamment, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le futur, vous pensiez que ça allait être une espèce de monde horrible où personne ne s'en sort à part les millionnaires dans leur bunker. En fait, c'est le contraire. Tout le monde s'en sort, sauf les millionnaires qui sont devenus une espèce disparue. C'est assez triste. Merci. Et du coup, c'est compliqué pour nos héros, mais heureusement, il y a des gens pour les accueillir. On a Joe, qui est médecin, un peu anxieux. On a Aïcha, qui est une historienne du 21e siècle, qui est trop contente de les accueillir. Et on a Lorenzo. Alors Lorenzo, c'est un peu particulier. C'est un poète italien du 16e siècle qui s'est retrouvé congelé dans un glacier et qui a été décongelé en même temps que les autres. Et lui, il arrive et il est en mode genre on mange trop bien, les gens sont trop en bonne santé, on peut faire l'amour sans faire des bébés. C'est vraiment trop bien, ce monde, c'est le paradis. Sauf qu'en fait, il entend Léna et Hugues et Ilyes qui lui parlent de ce monde magnifique qui est le capitalisme des années 2020. Et du coup, il veut y aller aussi. Et du coup, quand ils apprennent qu'il existe le centre commercial, une communauté capitaliste qui résiste encore et toujours à la sobriété, ils décident de s'enfuir. Et là, ils y arrivent et c'est vraiment trop bien. Genre, y a du café à emporter, il y a des grands sacs de shopping et on écoute Britney. C'est genre vraiment le bonheur. Surtout pour eux, mais bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. C'est une série qu'on a imaginée avec Lisa en 2020. À un moment, on avait vraiment envie de dire « tout ira bien, ça va aller, on va s'en sortir ». Et on a été sélectionné à un lab de développement et les retours qu'on avait, c'était tout le temps « pourquoi vous en faites pas une dystopie où en fait c'est The Truman Show, il y a des caméras, ils vont tous se torturer et tout ». Et nous, on disait « mais non, c'est pas l'histoire qu'on veut raconter ». Mais du coup, on a dû réfléchir à l'histoire qu'on voulait raconter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous intéresse profondément dans cette série, c'est pourquoi, alors qu'on sait que notre monde est destructeur, on sait que là, on détruit la nature, qu'on exploite des gens, pourquoi est-ce qu'on est toujours aussi attaché à ce monde-là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose?
Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce monde, le capitalisme, le monde dans lequel on vit, c'est confortable, mais surtout c'est familier. C'est le seul monde qu'on connaît, et ça va demander un grand travail de deuil de le quitter. Et ce deuil, nos personnages vont devoir le faire. Alors ça va prendre la forme un peu d'une grande fuite en avant, parce que c'est quand même une comédie. Mais ça va trouver son climax au dernier épisode, à l'épisode 6, où il va y avoir une grande tempête qui va arriver sur Morgan Buttle et sur le centre commercial. Morgan Buttle sait s'adapter à ce réchauffement de 2 degrés qui implique des tempêtes. Mais le centre commercial a toujours décidé que, de toute façon, le réchauffement climatique, c'était un peu exagéré, ils n'ont jamais eu de problème, ils ne vont jamais avoir de problème. Évidemment. Le centre commercial est inondé et les habitants du centre commercial vont devoir se réfugier à Morgan Buttle. Et Lena, Ilyes, Lorenzo et Hugues vont devoir enfin accepter que le monde d'avant, notre monde, n'existe plus. Et ils vont devoir faire face à un nouveau monde, mais ils sont rassurés parce qu'ils vont pouvoir y faire face ensemble. Et tout ira bien. Merci beaucoup. Merci Lucie Trémollière pour cette série coécrite avec Lisa Herbers. C'était donc Tout ira bien. On continue. Encore une série. Ce sera la dernière. Ensuite, on passera à l'animation. Voici Sébastien Auger. C'est une série qu'il a coécrite avec Fred Campois, qui est absent. Vous pouvez applaudir Sébastien. Et ça s'appelle Money Burns et si l'argent disparaissait. Bonjour, je m'appelle Sébastien Auger. Je suis curieux et passionné, à tel point qu'il m'a fallu près de 4 années de recherche pour avoir enfin le plaisir de vous présenter ce scénario qui s'intitule Money Burns et si l'argent disparaissait. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse le point. Actuellement, les scientifiques du monde entier passent toute leur vie à collecter des carottes de glace, à mesurer l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation, etc. Ils font ensuite leur rapport aux chefs d'État du monde entier. Mais aucune de leurs mesures n'est prise à leur juste valeur. Et ce, pour cause de budget, de crédit, de manque de rentabilité, d'inflation, de crise, de fluctuations boursières, de dette nationale ou encore de croissance économique jugée insuffisante. Déçus, ces chercheurs vont alors dénoncer cela aux médias. Mais ces derniers sont justement trop occupés à parler de la crise, de la dette, de la bourse, d'autant plus que 81% des médias français sont détenus par 8 milliardaires et 2 millionnaires. Ce qui n'arrange rien. En désespoir de cause, ces chercheurs vont alors conseiller les entreprises. Mais celles-ci sont déjà trop accaparées à générer constamment du profit pour survivre. Donc elles mettent en place de l'obsolescence programmée, des objets jetables, de la mauvaise qualité, des modes éphémères, de la délocalisation. En bref, cela va engendrer toujours plus de désastres écologiques tels que l'épuisement des ressources, les déchets, la pollution, qui seront d'ailleurs à nouveau étudiés par les scientifiques. On tourne en rond. Bon, jusque-là, c'est triste à dire, mais ce n'est pas une fiction. Mais c'est quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on se rend vraiment compte de la place qu'il prenait dans notre vie. Et c'est là où la fiction prend tout son sens. Parce que dans une fiction, on peut faire disparaître l'argent si on le souhaite. Et face à un concept aussi inédit, complexe, qui remet autant de choses en question, qui touche à notre conditionnement, nous allons pouvoir mettre en lumière, pour la toute première fois, à quel point les mécanismes de l'argent sont une impasse aux défis écologiques de notre siècle, et à quel point ils creusent sans cesse cet océan des inégalités. Cette série prend donc le pari de démarrer sur les 4 premiers épisodes dans notre monde actuel, puis de basculer sur les 4 suivants dans une société qui n'utilise plus du tout d'argent, dans lequel on est tous bénévoles et où tout est gratuit. Sans utiliser le troc, tout est à disposition. Alors ça va prendre de l'ampleur progressivement jusqu'au niveau international. Il va y avoir des rebondissements en cascade, l'apparition de réseaux parallèles de crypto-monnaies, des problèmes de pénurie, des fake news, bref. Parmi les protagonistes, nous allons retrouver un milliardaire excentrique,
prêt à tout pour ne pas voir l'argent disparaître, et qui va péter les plombs lorsqu'il apprend qu'un collègue fortuné est lui pour l'abolition de la monnaie. Lui, il ne peut pas le concevoir, ça va le rendre dingue. C'est au-delà de ses forces. Il y a aussi une mère de famille, militante écolo dans l'âme, qui va devoir se réinventer parce que son métier dans la publicité n'existe plus. Alors elle se retrouve au Pôle emploi avec les banquiers, les caissiers, les assureurs, les comptables, les commerciaux, les investisseurs, les traders, les convoyeurs de fonds. Il y aura du monde. Il y a aussi un mendiant qui va ensuite habiter dans une banque, forcément récemment abandonnée, et qui va aménager un loft des plus luxueux. Mais je ne vous en dirai pas plus. Alors, très cher public, oui, très cher, n'oublions pas que les places étaient gratuites, que je n'ai même pas eu l'honneur d'avoir les nantis devant et les pauvres derrière. D'un autre côté, vous me prouvez qu'il est possible d'organiser un grand festival comme celui-ci dans la gratuité, sans que ce soit le chaos. Vous me prouvez que vous pouvez vous mélanger, quel que soit votre statut social. Finalement, par votre simple présence, vous confirmez déjà la pertinence d'une telle série. Waouh! Eh bien, merci infiniment. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Merci Sébastien Auger, donc série coécrite avec Fred Campois, Money Burns et Si l'argent disparaissait. On passe à la catégorie animation. Il va y avoir un long métrage et une série. On commence avec le long métrage Contes du désert d'Amazonie, Claire et Soé. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis franco-brésilienne et je vais vous présenter Contes du désert d'Amazonie. C'est un projet de long métrage d'animation de 80 minutes destiné à un public familial et qui mêle anticipation et fantastique. L'Amazonie, aujourd'hui, est en danger. Si on continue de détruire sa surface, on atteindra bientôt un point de non-retour et la forêt se transformera irrémédiablement en savane, puis en désert. Mon film se passe dans un tel futur. L'Amazonie est un désert depuis si longtemps que tout le monde a oublié qu'elle était autrefois une forêt. La population s'entasse dans des cités troglodytes et parmi elles, Yéna, 17 ans, d'origine Yanomami, un peuple d'Amazonie. Elle survit en débusquant de l'or pour son chef, le chef de la ville, Álvaro, tyrannique, insatiable et qui contrôle le seul accès aux nappes phréatiques. Un jour, Yéna s'enfonce trop loin dans le désert et se fait prendre en chasse par un groupe rival. Elle essaie de les semer, plonge dans une tempête de sable pour leur échapper, perd la maîtrise de son véhicule, s'évanouit. Elle se réveille seule, de nuit, devant un spectacle impossible. Un arbre bien vivant, couvert de fleurs jaunes, au milieu du désert. Elle hésite, s'approche, le touche, et à sa grande stupeur, le paysage se transforme en forêt. Hébétée, elle erre parmi les arbres et, aux premières lueurs du jour, le paysage redevient désert. De retour en ville, Yéna confie tout à son ami, Wayou, mais il se fâche, son histoire est une hérésie. Pourtant, à la nuit tombée, le même phénomène se reproduit. Yéna aperçoit parmi les arbres au loin une lueur et décide d'aller voir. Elle rencontre Tueyoma, une femme Yanomami, et découvre leur mode de vie, leur combat contre les orpailleurs illégaux. Mais ces escapades ne passent pas inaperçues, et Álvaro la punit en l'enfermant aux cuisines où le travail est dur, répétitif. Alors, pour se distraire, Yéna raconte les merveilles de la forêt qu'elle parcourt pendant la nuit. Mais Wayou la trahit, dévoile tout à Álvaro. Celui-ci ordonne à Yéna
de revenir sur ses paroles et de glorifier ses ancêtres lors de la fête de la ville. Yéna refuse, alors il attache au soleil sans eau, sans nourriture, jusqu'à ce qu'elle craque. Mais pendant la nuit, dans la forêt, Yéna retrouve les Yanomami en deuil et Tueyoma furieuse. Elle essaie de l'arrêter, mais Tueyoma part se venger des orpailleurs qui ont tué l'un des siens. Elle se fait capturer par la milice et se débat en criant qu'il tue la forêt et les hommes. Choquée, impuissante, Yéna reconnaît les mêmes flacons de mercure qu'elle utilise pour récupérer l'or et comprend que depuis tout ce temps, elle empoisonne la terre. Alors, pendant la commémoration, Yéna rétablit la vérité. L'Amazonie n'a pas toujours été un désert. C'est l'avidité d'hommes comme Álvaro qui l'a transformée. Pendant qu'elle parle, le paysage se transforme, la forêt apparaît. Mais Álvaro l'accuse de tours de passe-passe, de mensonges, et réussit à semer le doute parmi la population. Il annonce aussi que les nappes phréatiques s'assèchent et réduit drastiquement les rations d'eau. Pendant la nuit, Yéna se faufile dans les grottes correspondant aux appartements d'Álvaro et au petit matin découvre les bassins pleins d'eau. C'est alors qu'Álvaro la surprend. Il la tire dans la cité pour l'expulser, mais la population se masse autour de Yéna pour la protéger. Et quand elle crie que l'eau ne manque pas, en constatant qu'elle dit vrai, même les gardes se retournent contre Álvaro et le bannissent définitivement. Yéna et les autres apprennent à creuser des puits, à creuser des puits, à cultiver la terre, et ensemble, ils bâtissent Uri, la terre-forêt, l'oasis au cœur du désert. À travers l'animation, j'ai voulu représenter la transformation onirique du désert en forêt et montrer le pouvoir des histoires. Je veux aussi mettre en avant l'importance de connaître le passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs et vous interroger, vous, spectateurs, sur le monde que vous souhaitez construire pour les générations à venir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Claire Essoé avec Conte du désert d'Amazonie. On finit, dernier pitch. C'est une série d'animation signée Baptiste Caron, Diane Ranville et Vaiana Hino. Système D. Les voici. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Baptiste et je suis scénariste. Je suis Diane, co-scénariste. Et Vaiana, dessinatrice. Et on est venu vous présenter un projet de série d'animation. C'est des épisodes de 11 minutes. Ça s'appelle Système D et ça raconte les aventures d'une petite inventrice de génie qui est passionnée par les low-tech. Alors suivez-nous, on vous emmène dans un univers en 2D, lumineux et coloré. On est en 2100. Imaginez-vous, dans 75 ans, dans le futur. Alors, la crise énergétique et les dérèglements climatiques sont passés par là. Et pourtant, la petite ville de Tournesol est tout simplement magnifique. Les habitants sont heureux, solidaires, les toitures sont végétalisées, le bruit des voitures n'est qu'un lointain souvenir. Et la zone industrielle a été recouverte par la forêt. Mais tout n'est pas parfait à Tournesol, loin de là. Pénurie, coupure d'électricité, tempête, sécheresse. Heureusement, la communauté, elle peut compter sur notre héroïne, Diane, 10 ans, inventrice de génie. Mais dans un monde où l'énergie est devenue une denrée rare, Diane, elle ne jure que par une seule chose, la low-tech. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les low-tech ? Si vous demandez à Diane, elle vous dira que c'est la meilleure chose du monde. Mais pour faire simple, contrairement au high-tech, les low-tech, c'est des technologies qui sont accessibles à tous. Oubliez les matériaux rares, les matériaux polluants, oubliez les procédés industriels. Les 3 principes fondateurs des low-tech sont qu'elles sont utiles, qu'elles sont durables et qu'elles sont appropriables. Pensez par exemple à des fours solaires, pensez à des éoliennes faites à partir de matériaux de récup, ou encore tout ce qui comporte de près ou de loin des pédaliers, des contrepoids ou des engrenages.
Et ces low-tech, elles sont au cœur de notre série d'animation, puisque en fait, à chaque épisode, la communauté va être confrontée à un problème et notre héroïne Diane, elle va inventer une low-tech pour résoudre ce problème. Je vous raconte un épisode ? C'est parti. On est à Tournesol en plein été et le père de Diane, qui est maraîcher sur les toits, il a cette année-là une récolte de tomates complètement faramineuse. Le problème, c'est qu'il y a aussi une canicule, comme chaque année, et les tomates menacent de pourrir sur place. Il faut trouver une idée pour les conserver, et Diane, elle turbine, et elle dit « je vais fabriquer un frigo du désert ». Un frigo du désert, c'est quoi ? C'est en fait 2 pots en terre qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et entre les deux, vous avez une couche de sable humide qui va maintenir le contenu au frais. Donc Diane, elle fabrique ça, et ça marche super bien. Le problème, c'est qu'il en faudrait des dizaines, et elle n'a absolument pas le temps d'en fabriquer autant. Donc elle commence à désespérer un petit peu. Heureusement, il y a son meilleur ami, Lounis. Lounis, il est un peu moins fort en bidouille, mais beaucoup plus fort pour penser collectif. Et pour lui, c'est évident, il suffit de mobiliser toute la communauté, de rameuter tout le quartier pour fabriquer tous ensemble des frigos du désert. Et ça fonctionne, ça se transforme en atelier de poterie géant et la récolte est sauvée. Et tu nous présenterais pas un peu Éléonore ? Alors Éléonore, c'est la rivale de Diane. On ne peut pas être copain avec tout le monde. Donc Éléonore, elle est aussi un petit génie des sciences, mais elle ne jure que par les high-tech. Elle a des parents très riches qui lui donnent accès à tout un tas de gadgets et d'énergie un peu illégale à cette époque. Bref, elle crée tout le temps des problèmes. Et par exemple, une fois, elle a, pour impressionner tout le monde à la fête de l'école, elle a ramené une énorme stéréo. Sauf que le problème, ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est que les enceintes étaient beaucoup trop puissantes. Ça a fait sauter les plombs de l'école. Il n'y avait plus de musique. Heureusement, Diane, elle a sauvé la fête avec sa dernière invention, qui est un cyclo-tourne-disque. En fait, on pédale et ça fait tourner un vinyle. Ça a bien fonctionné puisque ça a sauvé la fête, il y a eu de la musique. Et en plus, les enfants, ils ont adoré pouvoir... ils se sont bousculés toute la soirée pour aller pédaler sur le cyclo-tourne-disque parce que c'est quand même bien plus marrant que juste appuyer sur play. Donc voilà, Système D, c'est une série qui va être pleine d'aventures rocambolesques dans un monde futuriste et optimiste. Et c'est aussi une série avec une dimension pédagogique, parce que toutes les inventions de la série sont des inventions réelles. On travaille avec les experts du Low-Tech Lab pour nourrir la série et aussi pour la valider scientifiquement. Nous, on est persuadés que la simplicité en fait, des low-tech va permettre de faire passer aux enfants plein de notions sur les sciences et sur l'énergie. Pour terminer, il nous semble crucial d'investir l'univers de l'animation jeunesse avec des nouveaux récits pour vraiment inspirer les nouvelles générations. Pour leur montrer un monde dans lequel ils aimeraient vivre. Et donc, un monde qu'ils auront à cœur de construire. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et merci à l'ensemble.